Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, bonne rupture et merci de suivre le 19h45 de la télévision Labari. La secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines des États-Unis d'Amérique était venue il y a quelques jours au Niger pour menacer les autorités nigériennes. Mais c'est mal connaître le régime du général Abdurrahman Tiani qui a immédiatement dénoncé les accords militaires avec l'oncle Sam. Pourquoi les États-Unis s'arrogent-ils le droit d'imposer leur volonté au Niger? C'est ce que nous voyons dans ce décryptage intitulé « L'hypocrisie américaine ». C'est avec Ibrahim Yero. Quelle mouche a piqué les Américains pour qu'ils viennent au Niger, menacer le CNSP et son président Abdurrahman Tiani? Ne savait-il pas que les choses ont changé chez nous depuis le 26 juillet 2023? Ne savait-il pas que désormais les Nigériens sont jaloux de leur souveraineté et sont prêts à braver tous les périls pour la sauvegarder? En tout cas, au détour d'un séjour de 3 jours, les USA l'ont appris à leurs dépens. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Voyons maintenant en profondeur l'hypocrisie américaine. Le pays de l'oncle Sam veut des élections au Niger le plus tôt possible. Pourtant, l'Arabie Saoudite n'a jamais organisé d'élections et l'Amérique est leur plus grand partenaire. Juste à côté de nous, au Tchad, depuis plus de 3 ans que le fils d'Idriss Déby Itno a hérité du pouvoir de son père, l'on n'a pas entendu les Américains exiger d'élections, encore moins menacer les autorités tchadiennes. Puis encore, depuis 8 mois, aucun parti politique nigérien, aucune organisation de la société civile nigérienne n'a levé la voix pour réclamer des élections. Alors, sont-ce pas les Nigériens et non les Américains que le CNSP dirige? C'est quand même curieux que les États-Unis veuillent des élections pour les Nigériens qui ne le réclament pas. C'est ce qu'on appelle être plus royaliste que le roi. En réalité, ce que veulent les Américains au Niger, c'est un régime à l'image de la Renaissance qui leur permettra de disposer du pays et de ses ressources comme bon leur semble. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir les conditions acceptées en juillet 2012 par Issoufou Mahamadou, alors président de la République, et Mohamed Bazoum, ministre des Affaires étrangères à l'époque, pour l'implantation illégale de l'une des plus importantes bases des USA en Afrique sur le sol nigérien. Soyons clairs à ce sujet. Si la loi américaine l'autorise, la Constitution du Niger impose que l'Assemblée nationale avalise toute présence militaire étrangère au Niger. La sorcellerie, c'est aussi que l'un des pays les plus riches au monde, USA, demande à l'un des plus pauvres, Niger, de payer à sa place les redevances liées au survol de ses propres drones. Ce, après s'être dédouané de payer taxes et impôts, y compris le dédouanement du matériel de l'armée américaine et de son personnel. D'une main, on donne l'aide américaine, de l'autre, on la retire cyniquement. Il n'y a pas meilleur jeu infantilisant, mais surtout malsain. L'hypocrisie américaine, c'est aussi d'exiger du Niger de rompre toute coopération militaire avec la Russie et l'Iran. Là également, à nos frontières, l'Algérie est un partenaire privilégié de la Russie, avec laquelle ce pays fait même des exercices militaires de grande envergure. Pourtant, les États-Unis d'Amérique n'imposent pas à l'Algérie de rompre sa coopération militaire avec la Russie, qui du reste a déjà supplanté les USA dans les contrats d'armement en Afrique avec 24% contre 19% pour les Américains. Nos voisins du Mali et du Burkina Faso coopèrent étroitement avec le pays de Vladimir Poutine, mais tout ça ne semble point préoccuper les États-Unis. Alors, question, pourquoi cette fixation sur le Niger? À y regarder de près, ça sent les ressources naturelles.
Rappelons-nous, ce sont les Américains qui disent avoir découvert une énorme quantité d'eau douce souterraine à Agadez, là où leur base de drones est justement et tout autant injustement implantée depuis plus de 10 ans. Et lorsqu'on sait que les prévisions de certains spécialistes occidentaux disent que l'eau potable manquera en Occident et qu'il va falloir la chercher ailleurs, l'on ne s'étonnera plus beaucoup du comportement des Américains vis-à-vis du Niger. Aussi, la Russie est un pays dont le sous-sol regorge de pratiquement toutes les ressources naturelles stratégiques. Pétrole, gaz, uranium, etc. Avec la guerre en Ukraine, on a vu ce que ça a coûté aux Européens de renoncer en partie aux énergies russes. Or, le Niger est l'un des pays africains à avoir de l'uranium et dont les réserves pétrolières sont immenses. Alors, si avec l'aide de la Russie, le Niger parvient à se libérer du joug de la France et des USA et reprend le contrôle sur ses matières premières en les vendant au prix du marché international, les Occidentaux pourraient se retrouver dans de beaux draps. Il faut donc, par tous les moyens imaginables, empêcher au CNSP et son président, le général Abdourahmane Tiani, de continuer dans leur ligne directrice désormais connue de tous. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. L'heure des tractations et de combines dans les officines est révolue. Cependant, ce que les Américains semblent oublier, le visage du monde a changé depuis la deuxième guerre d'Irak. Plus personne ne pourra brandir des fausses preuves pour attaquer un autre pays et s'accaparer de ses richesses naturelles. Quant aux Nigériens, ils savent que ce n'est pas la démocratie qui intéresse les États-Unis qui ont fermé les yeux lorsqu'en 2016, principal challenger du second tour des élections, Hama Amadou, pour battre campagne, seul avant de se déclarer réélu. Les Nigériens savent que ce n'est pas la démocratie que les Américains veulent pour eux, car ils n'ont rien dit lorsque la CENI a publiquement annoncé des suffrages exprimés valables de 103% pour ensuite déclarer Mohamed Bazoum élu face à Mohamed Ousmane. C'était il y a tout juste 3 petites années. Le peuple nigérien est donc conscient que ce sont ces richesses qui intéressent les Américains et ce peuple est prêt à tout pour les défendre, les préserver. Et pour que les choses soient claires, vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Incarnant la vaillance et la persévérance et toutes les vertus de nos dignes aïeux, guerriers intrépides, déterminés et fiers, défendons la patrie au prix de notre sang. le représentant résident de la Banque mondiale au Niger et les responsables de l'agence du barrage de Kandaji étaient ce jeudi matin sur le site du dit barrage. Il était question là de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des différentes composantes de ce programme si cher à notre pays, le Niger. Résumé de nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Halidou Bourema. Dans la quête de sa souveraineté alimentaire et énergétique, Kandaji enregistre ces derniers temps un regain d'attention de la part de ses différents partenaires techniques et financiers. Au rang de ceux-ci, la Banque mondiale, dont le représentant résident au pays entame par la présente une visite terrain pour s'enquérir des conditions d'exécution des travaux. Ainsi, la ligne de transport haute tension 132 kV double terne reliant Kandaji à Niamey, forte de plus de 500 pylônes, a constitué la première étape de cette visite. C'est une ligne qui peut transporter jusqu'à 130 MW. Il y a deux lots. Le premier lot, c'est la ligne elle-même. Et le deuxième lot, c'est le poste de transformation. L'ensemble des lots, le taux d'avancement se situe à peu près à 37,7%. Pour la ligne, nous sommes en train de travailler
La date d'achèvement de la ligne s'est fixée en mars 2025 et j'espère que d'ici là, nous arriverons. Du chantier d'implantation des pylônes à la base vie de la société chargée de cette composante Sisa Daikena, d'amples explications ont été fournies à la mission. En route pour Kandaji, la délégation a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Tillabéri. Sur le site du barrage, la route de contournement a constitué la seconde étape de la visite de cette délégation. Cette route permet le désenclavement des déplacés. Cette route de contournement permet quand même à la mise en eau du barrage d'avoir une route qui continue jusqu'au Mali. Parce que quand on va réaliser le barrage, on va arriver à la mise en eau. Une partie de la route nationale numéro 1 que vous voyez là sera inondée. Donc cette route permet la continuité de la route nationale numéro 1 là qui sera inondée. La distance, ça fait 40,2 km. On est à 25%. La fin des travaux, c'est prévu pour décembre 2024. Et nous comptons vraiment terminer ces travaux d'ici là. Le clou de cette visite du représentant résident de la Banque mondiale au Niger sur le site du barrage est celui effectué au niveau de la composante génie civil de l'ouvrage. Le taux d'avancement des travaux est de 30,5% au 31 juillet 2023. Ce taux n'a pas connu d'évolution depuis cette date. Nous sommes encore en arrêt, on n'a pas encore repris les travaux. Nous sommes en négociation avec l'entreprise pour voir dans quelle mesure nous pourrons rapidement reprendre les travaux. C'est seulement à la reprise que nous pourrons élaborer un planning qui pourra nous dire exactement quand est-ce qu'on pourra finir cet ouvrage. Nous pensons quand même que les travaux, je ne parle pas de la mise en œuvre du barrage, mais les travaux, avant avril 2026, nous allons terminer les travaux. Mais la mise en œuvre ne pourra intervenir que lorsqu'on aura déplacé la population installée dans l'emprise de la retenue. Ainsi, force est de constater que sur l'ensemble des composantes qui constituent le programme Kandaji, seul le génie civil du barrage connaît à ce jour une perturbation. Pour les autres volets, les travaux avancent normalement. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de comprendre les réalités auxquelles font face les individus pris dans l'emprise, pour ne pas dire dans l'engrenage de la toxicomanie. À travers ce reportage, nous vous plongeons au cœur de la toxicomanie afin de mieux comprendre les mécanismes qui mènent à cette spirale destructrice de l'être humain, surtout de notre jeunesse. Nana Ferdaousou et Sadou Doumi. La toxicomanie, une dépendance à une substance psychoactive. Elle peut toucher tout individu, quel qu'en soit son âge ou son milieu social. Les effets néfastes de la toxicomanie sont multiples, à la fois sur le plan physique et mental. La toxicomanie, c'est la consommation excessive et continue des produits stupéfiants. Donc les produits stupéfiants, ce sont des produits qui ont des effets directs sur le système nerveux et qui vont malheureusement entraîner sur le long terme des perturbations du fonctionnement du système nerveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système nerveux, on l'a dit, les produits stupéfiants agissent directement sur le système nerveux. Le système nerveux, c'est le système qui commande l'ensemble des fonctions de notre organisme, sans aucune exception. Pouvoir parler, marcher, manger, dormir, se réveiller, réfléchir, tout est commandé par le système nerveux. Donc vous conviendrez avec moi que lorsqu'il y a quelque chose qui vient perturber une de ces fonctions-là, tout l'organisme sera perturbé. Ce qui fait que sur le long terme, les premiers risques auxquels ça expose les malades, c'est la folie. Donc souvent ça peut évoluer jusqu'à la schizophrénie et malheureusement quand ça atteint ce stade-là, la prise en charge va être difficile. Cependant, la lutte contre la toxicomanie nécessite une approche globale, combinant à la fois la sensibilisation, l'éducation et l'accès à des programmes de prévention. Prévenir en disant aux gens, voilà ce qui peut être dangereux pour votre santé, et lorsque vous commencez à la consommation, à consommer ces produits-là, voilà les dangers auxquels ça peut vous exposer. Dans un premier temps, les gens peuvent penser que ça va leur augmenter les performances intellectuelles
intellectuels, mais sur le long terme, ça produit l'effet contraire. Donc, c'est de surtout s'appesantir d'abord sur la sensibilisation. Maintenant, après ça, il faut savoir que les autorités politiques ont un grand rôle à jouer, donc en agissant à travers, en tout cas, la force publique, pour qu'il y ait moins de stupéfiants, notamment à la portée des jeunes qui sont consommateurs. Et le troisième aspect, c'est de pouvoir sanctionner surtout à la fois les gens qui sont dans le circuit et les consommateurs. Le troisième ou quatrième aspect qu'il faut savoir faire, c'est la collaboration des professionnels de la santé, notamment ceux qui sont dans les officines, ce que les gens appellent les pharmacies. C'est de ne vendre ces produits-là que sous présentation d'ordonnances. Si la toxicomanie est une réalité difficile à affronter, il est essentiel pour les jeunes toxicomanes de savoir qu'il existe deux voies de guérison, explique le médecin. Ce qu'il faut savoir, c'est de rentrer dans une procédure de sensibilisation pour les gens qui ont déjà développé cette dépendance-là. Donc, c'est d'approcher les spécialistes, notamment les addictologues. Donc, ce sont des médecins qui se sont spécialisés donc, dans la psychiatrie, qui sont des addictologues, qui peuvent développer en collaboration avec le malade des stratégies qui vont l'amener à abandonner, en tout cas, toute la consommation de ces produits stupéfiants. Le deuxième aspect, c'est d'éviter, en tout cas, les fréquentations des amis qui peuvent vous conduire ou vous amener à aller vers la consommation de ces produits stupéfiants. Et le troisième aspect, c'est d'éviter aussi de fréquenter les endroits dans lesquels on consomme ces produits stupéfiants. La toxicomanie est une bataille constante pour les individus et la société tout entière, en unissant nos efforts, en sensibilisant les jeunes de leur plus jeune âge. Depuis quelques jours, Niamey est recouverte d'une brume de poussière qui rend difficile la respiration, mais aussi la visibilité. Qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène climatique, mais surtout à quand ça fin? La réponse avec le directeur général de la météorologie nationale, Katielou Lawangaptia. Cette poussière, c'est toujours la même cause, c'est lié à notre masse d'air que nous appelons donc Harmattan, qui vient donc du Sahara, du désert. Et donc, c'est une des caractéristiques, bien entendu. Cela est dû surtout au fait qu'il y a des façons séquentielles. Nous avons des coups de vent, donc des accélérations de vent, donc en surface, des vents qui augmentent de vitesse. Et étant donné qu'au Niger, nous avons quand même deux grandes sources de poussière, pour ainsi dire, nous avons le désert, pour tout ce que le nord du pays, donc avec le désert, c'est une source. Mais en dehors du Niger, nous avons à côté de nous, au niveau du lac Tchad, l'ancienne ligne du lac, un point aussi, une autre source individuelle qu'on appelle la dépression de Baudelaire, là où nous avons effectivement beaucoup de particules qui sont déposées et qui sont facilement mobilisables, pour peu que nous ayons un certain seuil de vent ici que nous suivons. Et c'est ce qui s'est passé, donc nous avons eu des vents qui sont maintenus avec une certaine vitesse qui dépasse pratiquement le seuil auquel on peut assister à une mobilisation de ces particules pour les mettre en suspension de l'atmosphère. Et plus tard également, ces vents les entraîner à l'intérieur de nos frontières, et pour ceux qui sont du lac Tchad, mais aussi ceux qui s'y trouvent déjà, et ça évolue suivant donc, la direction des vents qui généralement sont du nord-est et puis de l'est, et donc vers les régions également ouest du pays, où c'est l'ensemble de notre territoire. Et donc, de façon générale, les 2-3 jours là, sur l'ensemble du pays, nous avons assisté, parce que c'était les deux sources qui étaient concernées, celle du désert, mais également la source du Tchad. Et les vents se sont maintenus jusque-là, surtout pour la bande sud du pays, et nous avons cette poussière-là. Donc voilà en fait ce qui explique pourquoi nous avons cette poussière-là, et jusqu'à les 2, 3, 4 jours, il n'y a pas qu'à Niamey. Il faut signaler que c'est une situation qui est sur l'ensemble du pays, et sinon de l'ensemble de la sous-région, parce que ça va au-delà du Niger, ça va jusqu'au Mali,
et ça peut au Burkina Faso, au Sénégal, n'est-ce pas, au Nigeria, et le Tchad également. Donc nous avons cette poussière qui touche toutes ces zones-là. Bien qu'elle soit nocive, cette poussière quand même bloque une bonne partie de l'énergie qui nous vient du soleil, parce que son épaisseur peut aller jusqu'à 2 à 3 km, vous voyez. Et donc au-dessus, et quand le soleil frappe, donc il y a une bonne partie qui est réfléchie, et ça fait que pendant le jour, nous avons quand même une baisse assez appréciable des températures. Et maintenant, effectivement, nous avons le problème avec la poussière elle-même, en ce qu'elle peut, n'est-ce pas, agir négativement sur la santé humaine, sur le secteur des transports, par exemple, que ce soit aérien ou terrestre, mais également avec les appareils électroniques qui pourraient prendre un coup. Et donc, selon nos analyses, déjà pour ce qui est du nord du pays, les vents se sont quasiment estompés. Et donc, nous assistons déjà à un éclairci, hein, mais vous savez, c'est progressif. La poussière, ce n'est pas comme nous, au niveau qu'on donne top, et puis bon, ça disparaît. Non, il y a un temps de déposition de cette poussière-là, qui peut prendre quelques heures, même voire un jour. Donc, ça peut aller jusqu'à demain. Mais à partir de demain, ça va commencer à se décanter vraiment. Et samedi, on pourra certainement apercevoir une certaine concentration encore dans l'atmosphère, mais avec beaucoup d'éclaircies à beaucoup d'endroits. Mais vers dimanche, on va assister quand même à une amélioration nette de la situation, n'est-ce pas, de la suspension de poussière. Alors maintenant à l'hôtel Bravia de Niamey pour parler de la 3e édition du forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. À l'origine de ce forum, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA. Détail avec Asma Seydou et Nasser Seydou. La présente assise marque ainsi le début des travaux de la 3e édition du Forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement initié par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA. Cette rencontre a pour objectif de mobiliser, de renforcer la collaboration et le partenariat entre les acteurs que sont les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les acteurs de développement, les organisations de la société civile, les journalistes, le secteur privé et les artistes. Cette cérémonie est couplée à la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Au Niger, c'est un Nigérien sur 2 qui n'a pas accès à l'eau potable, avec un taux de défécation très élevé qui nous amène à plus de 16 millions de personnes qui défèquent à l'air libre. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la santé, sur l'environnement, sur l'économie d'une manière globale. Alors c'est le moment, en tant qu'acteur de développement, en tant qu'entreprise publique et privée, en tant qu'artiste, en tant que ministre ou en tant qu'élu local, nous devons tous avoir en conscience la responsabilité d'apporter notre contribution au gouvernement pour que le Niger soit épargné de cette guerre mondiale. C'est l'occasion pour nous, les forums de haut niveau, des mobilisations sociales des acteurs, pour que nous puissions passer en revue tous les efforts consentis par le gouvernement, les efforts consentis par la communauté de bailleurs de fonds, et chacun de nous pour que les Nigériens aient accès à l'eau potable. Pour le chef de file des ONG et associations dans ce secteur, plusieurs efforts ont été fournis par l'État, mais beaucoup reste à faire. Le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement est confronté à plusieurs défis, comme nous venons de l'entendre, dont entre autres l'insuffisance du financement, mais surtout les effets néfastes du changement climatique qui pèsent sur l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2030. Certes, les ambitions sont fortes et surtout nobles, et des efforts considérables ont été consentis par l'État et ses partenaires, mais beaucoup reste encore à faire. Surtout, comme il l'a dit tout à l'heure, le représentant et le président du REGEA, moins de la population du Niger a accès à l'eau potable. Et encore plus de 60% des fonds pratiquent encore la défécation à l'air libre. L'eau pour la paix, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Un thème qui cadre avec les orientations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, a indiqué le ministre par intérim de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement.
Notre département ministériel salue et soutient cette heureuse initiative de RGA, surtout dans ce contexte particulier de reconstruction de la patrie. Le gouvernement, sous l'orientation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, est à pied d'œuvre pour trouver des solutions durables afin de garantir ces droits fondamentaux. C'est donc naturellement un honneur pour moi de présider ce forum de haut niveau de mobilisation sociale sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement, couplé à la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Ce forum constitue un cadre pour établir un bilan partagé du secteur à travers une synthèse des enjeux et contraintes, renforcer le plaidoyer de l'objectif de développement durable 6, l'ODD 6. C'est également le lieu pour identifier les solutions concrètes et innovantes afin de soutenir la vision et les engagements du Niger. Malgré tous les efforts consentis par notre pays pour garantir l'accès à l'eau potable pour tous, beaucoup reste à faire pour que l'accès universel à l'eau potable soit une réalité. Enfin, le ministre a appelé les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs à mener des réflexions approfondies au cours de ces 2 jours de travaux afin d'accélérer le progrès dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement au Niger. La communauté musulmane de notre pays vient de rompre la 11e journée Ramadan, une journée correspondant au début de la 2e décade du même mois. Alors, quelle signification donner à cette 2e décade? Réponse avec Oustaz Haladou Yahya. Cette décade, elle est la décade du pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إلى آخر الآية. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui croyez, voulez-vous que je vous informe sur un commerce qui va vous épargner du feu de l'enfer? Faites des efforts dans ma voie. Avec quoi? Avec vos biens et votre personne. C'est ça qui est meilleur pour vous si seulement vous le savez. Dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: il va vous pardonner vos péchés. Donc, multiplions les bonnes œuvres. Faisons des efforts. C'est une décade qui a besoin de la patience. Faisons des efforts physiquement, comme la lecture du Coran, les prières surrogatoires, les qiyam al-layl, les visites. Il faut endurer. Il faut également faire des efforts dans les dépenses dans la voie de Dieu, surtout en faveur des faibles et des nécessités. Il faut endurer, il faut patienter. On a donné, il faut encore donner. Il faut patienter dans l'abstinence, parce que après une dizaine de jours de jeûne, il faut endurer. Et le mois béni de Ramadan, rappelons-le, on le gêne dans son intégralité pour mériter les bénédictions du mois béni de Ramadan. On ne le partage pas et on ne programme pas exprès de jeûner 28 jours, 27 jours. C'est dans son intégralité qu'on doit jeûner. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit: cherchez secours, l'assistance auprès de qui? De la sourate 2, auprès de Dieu. Sourate 2, verset 153. Avec quoi? Avec les zikr, avec la prière et avec l'endurance, et Allah est avec ceux qui sont patients. Donc, pour bénéficier de ces jours, de cette bénédiction du mois béni de Ramadan, il nous faut endurer, il nous faut patienter en continuant à multiplier les bonnes œuvres, les actes de charité, les efforts physiques et matériels. L'anthropologue Mauro Armanino a organisé hier mercredi à Alternative Espace Citoyen une conférence débat. Les femmes pourraient-elles transformer notre démocratie? Est le principal centre d'intérêt de cette activité qui vient aussi célébrer la journée internationale des droits de la femme du 8 mars. Détail avec Ismaël Moumouni et Halidou Pourema.
Voilà, nous avons visiblement quelques soucis avec cet élément. Je le disais donc, le père Mauro Armanino a organisé hier une conférence à débat au siège de l'association alternative Espace Citoyen. Les femmes pourraient-elles transformer notre démocratie? Tel était le principal centre d'intérêt de cette activité qui vient aussi renforcer la célébration du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Si la régie est prête, nous allons suivre l'élément. Les femmes pourraient-elles transformer la démocratie au Niger? Tel est le thème décortiqué à l'instance par Mme Souley Mariama, conseillère municipale, et Mme Anne-Marie Droaman, juriste. Cette activité, organisée par l'anthropologue Père Mauro Armanino, a pour but de rappeler le rôle important qu'occupe la femme dans la société. Peut-on imaginer une société nigérienne sans femmes? C'est inimaginable. Peut-on imaginer une politique nigérienne sans femmes? Malheureusement, on l'a fait, mais avec les résultats que nous voyons. Alors je me dis, est-ce que ce n'est pas une occasion pour relancer, du point de vue réflexion et action, un rôle retrouvé plus important des femmes dans notre société? Aussi à travers ce moment que nous vivons. Mais cela sans tomber dans le piège de penser que seulement quand nous avons des postes de responsabilité, nous pouvons changer les choses. Je ne le pense pas. Moi, je pense que la politique, d'abord, c'est une politique de tous les jours, et de tous les milieux et de tous les domaines. Et je pense que c'est à ce niveau-là, avant tout, que la femme doit jouer un rôle incontournable. Pensons, par exemple, dans le domaine de l'éducation, dans la famille, par exemple. On l'avait dit une fois ici, que l'éducation, on l'apprend en famille. Alors, mais aussi dans l'école. Or, une bonne partie d'enseignantes, surtout du primaire, c'est des femmes. Alors, pourquoi ne pas souligner ce rôle qui n'est pas un rôle de responsabilité immédiate de choix, mais c'est un rôle qui prépare une transformation politique. Et je crois que de ce point de vue, le rôle de la femme est, comme je disais, incontournable. Il y a deux difficultés. Le premier, c'est le rôle de la tradition. Par moments, dans la tradition, on ne voit que l'homme, son pouvoir, et la femme joue un rôle comprimaire, un peu, pas seulement effacé, mais même marginalisé. Et deuxième, c'est parce que, à niveau d'éducation aussi, elles ont été marginalisées. Et alors, il y en a une bonne partie d'entre elles qui n'ont pas les instruments culturels pour pouvoir s'afficher. Par exemple, l'instrument de la parole, dans la politique. Et tout se base sur la parole. Et on leur a enlevé la parole. Les participants ont porté des oreilles attentives aux différentes communications. À l'issue de cette conférence débat, ces gens se disent édifiés sur la question. De cette conférence, j'ai surtout retenu que le droit des femmes n'est pas sincèrement reconnu, mais si les femmes se battent véritablement et qu'elles se soutiennent et qu'elles ont également le soutien de leurs proches, elles peuvent parvenir à obtenir leurs droits. Parce que le droit, comme la maman l'a dit durant la conférence, le droit ne se donne pas en fait, il s'arrache. Donc on doit imposer, on doit dire ce qu'on veut pour pouvoir l'obtenir. J'ai retenu que ce n'est pas parce que les femmes ne nous font pas voir ce qu'elles font que réellement elles ne font rien de la vie. Elles occupent vraiment des postes importants. Elles ont vraiment de la valeur que nous devons vraiment leur attribuer. Vraiment, nous devons beaucoup les soutenir dans leur cadre, quels que soient les projets qu'elles prévoient. Nous devons les soutenir dans tout cela pour pouvoir les aider à mieux évoluer. Les femmes représentent plus de 50% de la population du Niger et ne pas prendre en compte leur avis dans la prise de décision pourrait ralentir le développement du pays. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Mais en attendant, le programme Ramadan se poursuit sur la télévision Labari, la passion de vous servir. À très bientôt, Inch'Allah.